Mon mari pensait que je ne gagnais que $8 100 par mois. Alors que j'étais allongé sur un lit d'hôpital, en train de me rétablir d'une chirurgie, il est entré et a dit « J'ai demandé le divorce. » Tout m'a parti. Quant à tes affaires personnelles, je les ai toutes déménagées, dans un garde-meuble. Un mois plus tard. Il m'a appelé, complètement paniqué. Je me suis réveillé avec l'odeur d'un désinfectant d'hôpital agressif, et le bip régulier, pressant, d'un moniteur cardiaque. C'était 3 heures après que des chirurgiens ont réparé ma colonne vertébrale, suite à un terrible accident. De la route, alors que je rentrais d'une garde en soins intensifs à l'hôpital. Barnjwish. Le premier visage que j'ai vu n'était pas celui d'un mari. Inquiet. C'était sa signature, posée au bas d'une pile de documents juridiques. Je m'appelle Paul Avance. J'ai 31 ans, et je suis infirmière en chef en soins intensifs. J'ai bâti ma carrière sur ma capacité à rester parfaitement calme. Même quand tout s'effondre autour de moi. Mon mari n'a pas demandé si j'avais mal. Il a simplement posé un dossier jaunâtre sur ma table de chevet, puis il a dit, d'un ton si glacial qu'il m'a fait frissonner, qu'il avait demandé le divorce. Il m'a annoncé qu'il gardait notre propriété de Clayton, qu'il avait déjà déplacé toutes mes affaires personnelles dans un garde-meuble public, et qu'il n'avait payé qu'un seul mois de loyer. Puis sont venus les mots qui ont prouvé à quel point il ne me connaissait pas. Il m'a dit que je ne me faisais que $8 100 par mois comme infirmière, et que je ne m'en remettrais jamais, financièrement. Je ne me suis pas disputé. Je ne lui ai pas dit que mes revenus annuels réels, issus de mes placements personnels, dépassaient $750 000. J'ai simplement pris le stylo, d'une main ferme, et j'ai signé l'abandon de tout ce qu'il pensait me prendre. Si cette histoire vous touche, laissez un commentaire, et dites-moi d'où vous regardez aujourd'hui. La vraie force est souvent silencieuse, et si vous ne voulez rien manquer de la suite, abonnez-vous dès maintenant, pour continuer ce voyage avec moi. 3 jours après avoir quitté l'hôpital dans un fauteuil roulant temporaire, ma première destination n'a pas été un nouvel appartement, mais les rangées grises et immenses d'un garde-meuble public, situé dans la banlieue industrielle et glaciale de Saint-Louis. Le vent glacial de l'hiver du Missouri traversait mon lourd manteau, pendant que le chauffeur de taxi m'aidait gentiment à décharger mon fauteuil pliant, sur l'asphalte gelé. Me tenir devant cette porte métallique coulissante semblait irréel, en sachant que 5 ans de vie commune avaient été emballés sans ménagement dans des cartons, puis entassés dans un espace humide de 2 mètres sur 3. Mon mari, Brock Vance, n'avait payé que 30 jours exacts de loyer, traitant mon histoire personnelle comme un désagrément temporaire, qu'il pouvait effacer de son livre de compte. J'ai ouvert le lourd cadenas, en fixant la pile chaotique de mes vêtements, de mes cadres photos, et de mes souvenirs d'enfance. Empilés sans le moindre soin. Ma priorité immédiate n'était pas de sauver les meubles, ni de me disputer pour des appareils ménagers, mais de récupérer le coffre en acier, caché en toute sécurité sous mes anciens manuels d'infirmière. À l'intérieur se trouvaient les documents juridiques d'une vie sur laquelle Brock ne s'était jamais donné la peine de se renseigner, durant tout notre mariage. Il y a des années, mon défunt oncle Glenn Vance, un développeur informatique excentrique décédé peu avant mon mariage, avait créé un trust irrévocable à mon nom. L'oncle Glenn avait conçu un algorithme spécialisé dans la facturation médicale et la gestion des patients, qui était devenu, au fil du temps, le cœur opérationnel de plusieurs réseaux de santé régionaux du Midwest. En plus d'avoir hérité de 35% des actions avec droit de vote dans une chaîne florissante de centres de rééducation, les redevances du brevet de son logiciel me généraient un flux régulier de revenus passifs. Ce trust versait un peu plus de $750 000 sur mon compte de courtage privé chaque année. C'était une fortune considérable, pourtant, je continuais à travailler mes éprouvantes 40 heures par semaine comme infirmière en soins intensifs, car prendre soin de patients critiques donnait un sens à ma vie, bien au-delà de la simple sécurité financière. J'avais essayé de parler de ces avoirs
À Brock, au début de notre mariage, dans l'espoir de planifier notre avenir financier ensemble, en tant que partenaires égaux. Cependant, chaque tentative se heurtait à son mépris condescendant. Il balayait mes propos d'un revers de main, me coupait la parole, et affirmait qu'il comprenait l'immobilier, alors que mon modeste salaire d'infirmière valait à peine la peine d'être calculé. Avec le temps, son arrogance a dressé un mur entre nous, et j'ai simplement arrêté d'essayer de lui expliquer une vérité qu'il était trop égocentrique pour entendre. Assise dans le taxi froid, sur le chemin du retour vers le centre-ville de Saint-Louis, j'ai sorti mon téléphone, puis j'ai appelé mon avocat personnel. Herman. C'était un juriste expérimenté en gestion de patrimoine, qui gérait l'héritage de mon oncle depuis plus d'une décennie. J'ai demandé à Herman de déposer immédiatement notre réponse officielle à la demande de divorce auprès du tribunal de comté de Saint-Louis, en veillant à ce que chaque déclaration financière reflète strictement mes biens propres, acquis avant le mariage. Je lui ai également demandé d'annuler l'autorisation de prélèvement automatique liée à mon compte bancaire secondaire, que Brock utilisait discrètement pour payer le premier mois de garde-meubles, ainsi que les factures de notre logement commun. En coupant ce lien, le nom de Brock restait le seul responsable des factures mensuelles, sur le contrat qu'il avait lui-même signé. Herman m'a assuré qu'en vertu de la loi du Missouri, les biens détenus dans un trust irrévocable, établi avant le mariage, étaient entièrement protégés du partage communautaire. Alors que le paysage urbain défilait flou derrière la vitre, j'ai ressenti un profond sentiment de clarté, qui a remplacé la douleur physique persistante dans ma colonne vertébrale. Brock était parti en pensant qu'il m'avait dépouillé de ma dignité et de ma stabilité financière, ne me laissant rien de plus qu'un modeste bulletin de paie mensuel. Il n'avait aucune idée qu'en se précipitant pour finaliser les papiers et rompre nos liens juridiques, il venait de quitter de son propre chef l'ombre protectrice d'un filet de sécurité de plusieurs millions de dollars, dont il n'avait même jamais soupçonné l'existence. 2 semaines plus tard, alors que je me concentrais sur d'épuisants exercices de rééducation chaque matin, l'écran de mon téléphone s'est rempli d'images d'une fête de fiançailles luxueuse en Floride. Une connaissance commune de notre ancien quartier m'a transféré plusieurs publications des réseaux sociaux, accompagnées de messages d'indignation en mon nom, que je n'avais pourtant jamais demandé. Brock s'était envolé pour une station balnéaire de luxe à Naples, en Floride, aux côtés de son ancienne cliente et nouvelle maîtresse, Janelle Cross. Les photographies les montraient en train de trinquer avec des coupes de champagne, sous des guirlandes lumineuses, affichant un bonheur de façade, conçu uniquement pour les réseaux sociaux. Janelle s'est assurée de tatouer chaque photo de légende provocatrice, se vantant de commencer un nouveau chapitre avec un homme, un vrai, qui subvenait à ses besoins. Elle a même ajouté un commentaire passif-agressif, me traitant d'infirmière ennuyeuse, qui avait plus sa place dans une tenue médicale que dans la haute société. Assise sur mon tapis d'exercice à Saint-Louis, en regardant ces images, j'ai ressenti une piqûre lointaine, qui s'est rapidement transformée en un détachement émotionnel total. Ce que Janelle ne comprenait pas, et ce que Brock ignorait follement, c'était que le grand style de vie qu'il lui promettait reposait sur les fondations fragiles d'une dette surendettée. Le principal bien immobilier que Brock s'était battu pour garder était notre vaste propriété résidentielle à Clayton. Il se vantait auprès de ses collègues de l'immobilier d'avoir obtenu la maison lors de l'accord, pensant m'avoir surclassé dans une négociation cruciale. Cependant, cette propriété était lourdement hypothéquée, et la baisse du marché immobilier de l'année précédente avait érodé une grande partie de sa valeur. Brock demandait activement à notre prêteur principal un refinancement avec hypothèque pour financer ses projets commerciaux de plus en plus risqués. Pour obtenir ces conditions de prêt favorables, sa demande reposait lourdement sur notre profil de crédit conjoint, ainsi que sur les revenus élevés du ménage que nous avions déclaré ensemble pendant notre mariage. Brock a simplement supposé que je signerais calmement les documents de refinancement par habitude,
Ou par pur épuisement, tout comme j'avais soutenu ses entreprises précédentes. Il n'a pas réalisé qu'au moment même où il m'avait tendu ses papiers de divorce sur mon lit d'hôpital, toute obligation que j'avais envers son bien-être financier s'était définitivement éteinte. Lors d'une consultation privée dans son bureau du centre-ville, Herman a examiné les documents de prêt en attente que la banque avait envoyés pour signature finale. Mon avocat a fait remarquer que le conseiller bancaire de Brock travaillait toujours en partant du principe que mes revenus médicaux garantissaient l'hypothèque principale. Herman a souri avec une précision froide et professionnelle, en notant que Brock s'était coincé lui-même dans un angle mort, en se précipitant pour diviser les biens avant de sécuriser ses nouvelles lignes de crédit. Nous avons immédiatement pris des mesures décisives pour protéger ma note de crédit et isoler les responsabilités financières de Brock. Herman a rédigé une notification officielle, juridiquement contraignante, envoyée directement au service des engagements de l'établissement de crédit de Saint-Louis. Le document stipulait explicitement que j'avais officiellement engagé une procédure de divorce, que je n'habitais plus la propriété de Clayton, et que je retirais officiellement mon nom, mon score de crédit et mes garanties financières de toutes les demandes d'emprunt actuelles et futures associées à Brock. En soumettant cette déclaration, nous avons concrètement retiré le pilier central de sa demande de refinancement en cours. Brock se retrouvait seul sur un fil économique, sans filet de sécurité, ignorant totalement sous le soleil de Floride que le mécanisme même qu'il comptait utiliser pour bâtir son empire allait déclencher un effondrement financier irréversible. Exactement un mois après que mon avocat, Herman a transmis la notification officielle annulant mes garanties bancaires, mon téléphone a sonné. Sans s'arrêter à 21h, un lundi soir. J'étais assise dans mon appartement de location calme, près de l'hôpital Barnjouich, en train de boire une tisane, tout en révisant le planning de mon unité de soins intensifs. L'identifiant d'appel affichait le nom de Brock, qui clignotait frénétiquement sur l'écran sombre, alors qu'il tentait de me joindre pour la 5e fois consécutive. J'ai décroché en gardant une respiration calme, et avant même que je puisse prononcer une salutation neutre, sa voix a explosé dans le haut-parleur, dans une vague de rage et de panique incontrôlable. Il a ignoré, ébroumant toute politesse, en hurlant si fort que ses mots étaient déformés par le combiné, exigeant de savoir à quel jeu malveillant je jouais avec ses affaires financières. L'effondrement soudain de ses ambitions commerciales l'avait frappé de plein fouet plus tôt dans l'après-midi, lors d'une réunion avec son principal conseiller en crédit au centre-ville de Saint-Louis. Lorsque le service d'inspection a traité le retrait officiel de mon profil de crédit, sa demande de refinancement en attente a été immédiatement signalée pour risque élevé de fraude et révision de conformité. Sans mes revenus médicaux vérifiés et mon historique de crédit irréprochable. Pour adosser l'hypothèque principale, son ratio d'endettement individuel a grimpé bien au-delà du seuil légal. La banque a rapidement annulé l'approbation de sa nouvelle ligne de crédit professionnel, puis lui a envoyé une lettre de mise en demeure lui donnant exactement 30 jours pour déposer $450 000 de fonds de réserve en garantie, afin d'éviter une déclaration de défaut immédiate sur le domaine de Clayton. Pour ajouter à sa fureur grandissante, un avis d'impayé du garde-meuble arrivé à l'adresse de Clayton ce matin-là, adressé directement à son nom en tant que titulaire principal du contrat. Comme j'avais retiré mon autorisation de prélèvement automatique, le loyer récurrent du garde-meuble n'avait pas été payé. Une fois sa période initiale prépayée de 30 jours expirée. Brock était exaspéré de découvrir que je n'étais pas revenu chercher les meubles encombrants ni vider le reste du contenu, le laissant légalement responsable des pénalités et des avertissements de vente aux enchères. Il s'est emporté contre moi au téléphone, m'accusant de saboter sa réputation par mesquinerie, et insistant sur le fait que j'étais légalement tenu de couvrir la moitié du déficit hypothécaire dans le cadre de notre accord de divorce en cours. En écoutant sa tirade frénétique, je n'ai ressenti aucune envie de crier en retour ou de me défendre, reconnaissant que sa colère provenait uniquement de ça.
Propre vanité aveugle. Il s'était tenu à côté de mon lit d'hôpital des semaines. Plutôt, affirmant avec arrogance que je ne me faisais qu'un modeste salaire d'infirmière, et prétendant que je ne me remettrais jamais financièrement de son départ. Maintenant, confronté à la froide réalité d'un système bancaire qui refusait de céder à ses fausses promesses, il supplée désespérément la femme même qu'il avait jetée d'intervenir pour sauver son bilan en faillite. J'ai laissé le silence s'étirer en ligne jusqu'à ce que ses doléances essoufflées faiblissent. Enfin, laissant le poids lourd de son désespoir planer inconfortablement dans l'air entre nous. J'ai parlé calmement dans le combiné, en veillant à ce que ma voix porte le poids inébranlable d'une décision prise depuis longtemps. Je lui ai rappelé qu'il avait choisi de séparer nos vies, de réclamer la propriété exclusive de nos biens communs, et d'attribuer une valeur exacte à ma personne, sans jamais me demander la vérité. Je l'ai informé clairement que ses dettes hypothécaires et ses contrats de garde-meubles étaient entièrement sa propre charge à gérer. Tout comme il l'avait si fièrement affirmé lors de notre dernière rencontre en face à face. Avant qu'il ne puisse lancer une autre salve d'exigences frénétiques, j'ai tranquillement raccroché, posé le téléphone face contre table, puis je suis retourné à ma routine du soir sans accorder une seconde de plus à sa panique. Le mercredi matin de la semaine suivante, la crise financière de Broc a commencé à se propager comme une tache d'huile sur tout son empire commercial. Les promoteurs immobiliers commerciaux de tout Saint-Louis ont rapidement eu vent de la dégradation soudaine de son crédit, et de l'arrêt officiel imposé à son refinancement résidentiel. Dans le monde impitoyable de l'investissement immobilier, une perte soudaine de soutien bancaire est le signal d'alarme ultime, annonçant une insolvabilité imminente à tous les acteurs du secteur. Les principaux associés de Broc pour le nouveau projet de centre commercial de banlieue ont immédiatement tenu une réunion de conseil d'urgence pour réexaminer ses garanties financières, réalisant que sa liquidité était pratiquement inexistante sans nos actifs conjugaux joints, ils ont exercé leur clause contractuelle d'urgence, retirant des millions d'engagements de capitaux, et laissant Broc seul responsable des coûts d'acquisition de terrains massifs et impayables. Alors que son projet commercial s'effondrait dans le chaos, une confrontation encore plus explosive couvait entre les murs du domaine de Clayton. Janelle interceptait le courrier recommandé qui arrivait à la maison, y compris les avis de défaut officiels du prêteur et les demandes urgentes de fonds de réserve. En ouvrant ces courriers officiels, elle a découvert la terrifiante vérité: Broc était au bord de la faillite personnelle et de la saisie hypothécaire. Les grandes promesses de richesse infinie, de jets privés et de galas de la haute société, qui lui avaient murmuré à l'oreille pendant leur relation éclair, étaient totalement inventées. Poussée par une panique et un sentiment de trahison écrasante, Janelle a confronté Broc dès qu'il a franchi la porte d'entrée, après une autre réunion catastrophique avec ses conseillers juridiques. La dispute a rapidement dégénéré en une joute verbale hurlante, brisant la moindre illusion de romance entre eux. Ébromant, Janelle lui a lancé des insultes amères dans le grand hall d'entrée, le traitant de menteur pitoyable, d'imposteur sans fondement, et de petit garçon insécure se faisant passer pour un homme d'affaires accompli. Elle l'a réprimandé pour l'avoir entraîné dans un navire en perdition, exigeant de savoir comment un homme pouvait afficher une image aussi lisse tout en se noyant secrètement sous des dettes astronomiques. Broc a tenté frénétiquement de se défendre, suppliant d'avoir du temps, et promettant qu'il pourrait restructurer ses prêts si elle restait simplement patiente. Cependant, Janelle a refusé d'écouter, préparant bruyamment ses valises de marque et déclarant qu'elle n'avait aucune intention de gâcher sa jeunesse avec un courtier ruiné, déshonoré et confronté à la faillite. Lorsque le soleil s'est couché sur Saint-Louis, les retombées des mensonges de Broc avaient détruit chaque pilier de sa réputation professionnelle. Les nouvelles de ses lignes de crédit annulées, de ses avis d'impayés et de ses projets abandonnés se sont propagés à la vitesse de la lumière dans la communauté très fermée de l'immobilier commercial. Les anciens collègues qui sollicitaient autrefois ses conseils refusaient désormais de répondre à ses
Appel, tandis que les clients institutionnels transféraient à la hâte leur mandat lucratif vers des agences concurrentes. Plus d'une décennie de réseautage minutieux, d'images de marques agressives et de manœuvres sociales calculées s'est envolée en quelques jours, exposant le cœur vide d'un empire bâti entièrement sur des dettes et une crédibilité volée. Assise dans mon appartement, j'ai reçu un court message texte d'un ancien voisin, me détaillant la scène chaotique où Janelle quittait précipitamment l'allée de Clayton, ses bagages entassés dans un véhicule de location coûteux. Le voisin a mentionné que la police avait même été appelée brièvement pour calmer le tapage nocturne, laissant Brock debout, seul sur sa pelouse tondue, dans une humiliation totale. J'ai lu le message avec un sentiment de tourner la page en paix, ne ressentant ni malice ni triomphe, mais simplement le calme profond de la justice qui suivait son cours naturel. Brock avait construit un château de cartes fragile sur des fondations d'arrogance et d'impolitesse, et maintenant, il était forcé de le regarder s'effondrer sous le poids de ses propres choix désastreux. 2 mois plus tard, des avis de saisie rouge et des avertissements bancaires étaient placardés sur les grilles du domaine de Clayton. L'établissement financier a officiellement entamé des procédures de vente aux enchères d'urgence sur la propriété, cherchant une liquidation rapide pour récupérer sa créance avant que la valeur du marché ne chute davantage. Les voisins observaient depuis leur perron un énorme camion de remorquage embarquer la voiture de sport de luxe de Brock, directement depuis son allée, pour rembourser ses retards de paiement de leasing. Debout sur le trottoir sans son costume sur mesure ni sa montre de marque, Brock ne pouvait que fixer le vide pendant que les agents d'exécution repartaient avec son tout dernier symbole extérieur de richesse, le dépouillant complètement de son personnage public. Alors que le toit financier s'écroulait sur sa tête, Janelle n'a pas perdu de temps pour sécuriser ses intérêts personnels et abandonner cette relation en ruine. Elle a officiellement demandé une séparation légale accélérée par le biais de son avocat privé, coupant tous les liens avant que les dettes de Brock ne viennent entacher son propre historique de crédit. Avant de faire ses bagages, elle a entièrement vidé la suite parentale de tous ses accessoires haut de gamme, sacs à main de créateurs et bijoux coûteux que Brock lui avait acheté durant leur brève idylle éclair, laissant derrière elle une maison silencieuse, remplie de cartons à moitié emballés et de factures d'eau et d'électricité impayées. Janelle est partie dans la nuit pluvieuse sans offrir le moindre mot de réconfort, ni jeter un seul regard en arrière vers l'homme qui s'était ruiné pour l'impressionner. Totalement ruiné, abandonné par ses associés et confronté à une expulsion imminente par le bureau du shérif, Brock a sombré dans un désespoir absolu. Tard par un vendredi soir glacial, fort alcoolisé et assis seul dans le salon sombre de la maison saisie, il a composé mon numéro sans s'arrêter, jusqu'à ce que son appel soit dirigé vers le répondeur. L'enregistrement a duré plus de 4 minutes angoissantes, capturant l'effondrement pur et pitoyable d'un homme dont l'ego démesuré s'était enfin brisé en 1000 morceaux. Il pleurait ouvertement dans le micro, sa voix pâteuse, tremblant alors qu'il me suppliait de lui pardonner, reconnaissant pour la toute première fois à quel point il avait été stupide lorsqu'il avait jeté notre mariage au panier. Entre deux sanglots, Brock a bafouillé qu'il réalisait maintenant que j'étais le Rock qui avait soutenu toute sa vie à travers chaque épreuve passée. Il a avoué que son ambition aveugle et son arrogance l'avaient empêché de voir ma vraie valeur, me suppliant d'utiliser mes biens familiaux pour intervenir auprès des agents bancaires et stopper la vente aux enchères. Il a affirmé que si je payais ses dettes immédiates, il passerait le reste de ses jours à me prouver sa loyauté, et à réparer la façon si cruelle dont il m'avait traité à l'hôpital. En écoutant son discours désespéré, je pouvais entendre l'écho d'une maison vide qui ne lui appartenait plus, soulignant l'ampleur absolue de sa chute. J'ai écouté l'intégralité du message vocal le lendemain matin, tout en m'asseyant calmement sur le balcon de mon appartement, une tasse de café noir bien chaude à la main. Entendre sa voix brisée n'a provoqué ni poussée de colère, ni chagrin résiduel, mais seulement un profond sentiment de sérénité, qui validait chaque choix que j'avais fait depuis ma sortie de cette chambre d'hôpital.
J'ai tapé sur l'écran, effacé définitivement le message de ma boîte vocale, puis j'ai bloqué son numéro de téléphone sans gaspiller un seul souffle pour lui répondre. Brock et Brouman avaient volontairement troqué un partenariat sincère, basé sur le respect mutuel, contre un fantasme creux de richesse, et il devait maintenant faire face aux froides conséquences de sa propre ruine. 3 mois après son premier appel frénétique, j'ai finalement accepté de rencontrer Brock une dernière fois, au bureau d'Herman et dans le centre-ville de Saint-Louis. En entrant dans la salle de réunion vitrée, j'ai à peine reconnu l'homme assis de l'autre côté de la table, qui semblait complètement abattu, les yeux creusés, portant un costume froissé qui flottait sur sa silhouette affaiblie. Lorsqu'Herman a étalé mes déclarations financières personnelles finalisées, incluant mes revenus personnels vérifiés de plus de 750 000 $ par an grâce au conseil médical et à des applications de santé brevetées, Brock est resté pétrifié, dans un état de choc total. Réalisant que l'infirmière discrète qu'il avait écartée avec tant d'arrogance comme un fardeau financier était en réalité extrêmement prospère par elle-même, il a baissé la tête, me suppliant désespérément de lui donner une seconde chance, et me réclamant une aide financière pour éponger ses dettes accumulées. Je l'ai regardé avec un détachement calme, ne ressentant ni colère ni pitié, mais simplement une profonde clarté sur le chemin qui nous avait amenés à cette table. Je l'ai informé clairement que sa plus grande perte n'avait jamais été la maison de Clayton, ses véhicules de luxe ou son prestige dans le milieu immobilier, mais plutôt le fait qu'il avait détruit la seule personne qui l'avait aimé sans calcul ni attente matérielle. J'ai doucement poussé le jugement définitif de divorce signé à travers la sombre table en chêne, j'ai pris mon sac à main, puis je suis sorti de la pièce sans me retourner vers sa silhouette en pleurs, fermant pour toujours le chapitre 2. Notre mariage. 8 mois plus tard, ma rééducation physique était terminée, et je me tenais sur scène lors du gala annuel de la santé du Missouri, pour recevoir un prix prestigieux récompensant mes solutions numériques novatrices dans les réseaux médicaux régionaux. Vêtu d'une élégante robe couleur émeraude et entouré de grands dirigeants du secteur, je me sentais pleinement rétabli, épanoui et immensément fier de la force tranquille qui avait reconstruit ma vie sur les cendres de la trahison. Ébrouant alors que la réception officielle se terminait, je me suis dirigé vers le hall du service voiturier, et je suis passé par hasard devant l'équipe de service du banquet, qui débarrassait les verres usagés dans le couloir. Parmi le personnel d'organisation temporaire, se tenait Brock, vêtu d'un uniforme de traiteur délavé et trop grand, tenant un lourd plateau de vaisselle sale. Ses mains étaient calleuses, ses tempes gisonnaient, et il paraissait 10 ans de plus que l'homme ambitieux qui avait autrefois tenté d'effacer mon existence. Nos regards se sont croisés brièvement à travers le couloir en marbre bondé, créant un moment de silence saisissant qui a pesé lourdement dans l'air entre nous. J'ai croisé son regard avec une grâce absolue et une fierté inébranlable, tandis qu'il a rougi d'une humiliation brûlante, baissant rapidement la tête pour éviter mes yeux, avant de reculer dans l'ombre de la porte de service. La chute totale de Brock sert de rappel incontestable, la vraie richesse ne se mesure jamais par des postures creuses, des marques de luxe ou des dettes empruntées. Quand une personne choisit la cupidité plutôt que la loyauté, et traite un partenaire dévoué comme un tremplin jetable, l'univers trouve toujours le moyen de s'assurer que chaque choix arrogant porte une dette inévitable. Le vrai pouvoir réside dans l'estime de soi, la résilience silencieuse, et l'intégrité nécessaire pour se reconstruire plus forte après avoir subi une profonde trahison. Merci du fond du cœur à chaque auditeur et auditrice qui a suivi ce parcours jusqu'à la toute fin. Votre temps, votre soutien et votre présence bienveillante comptent énormément pour moi. Quelles sont vos pensées personnelles sur la façon dont les choix de Brock ont fini par le rattraper? Et comment auriez-vous géré cette dernière rencontre lors du gala? S'il vous plaît, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.